Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Passion d'artistes et d'artisans, je suis Maëlle Denis. Le podcast a toujours besoin de votre soutien, donc abonnez-vous, likez, communiquez autour de vous. C'est vous qui le faites vivre et qui attirez les artistes et les artisans de tout domaine confondu. Aujourd'hui, dans ce 12e épisode, nous rencontrons Silouane Collère. Il est régisseur au théâtre et à l'opéra, soit régisseur général, régisseur plateau au théâtre, soit régisseur de scène ou de production à l'opéra. Et il nous explique son parcours de la naissance de sa vocation à aujourd'hui, son évolution via divers postes de la réalisation de décors à régisseur. On a parlé de l'histoire du théâtre français, de Louis XIV à Mitterrand, et de la machinerie, de ses traditions et superstitions, comment il est attaché aux beaux gestes et quels sont les risques associés au métier. Il a aussi expliqué comment un opéra se monte et comment lui aussi doit connaître la musique et la partition. Et plein d'autres choses. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Silouane. Bonjour. Alors Silouane, tu es régisseur. Ouais. Mais tu es régisseur de deux façons différentes. Est-ce que tu pourrais expliquer les deux noms de métier et qu'est-ce que c'est comme métier ? Ouais. Alors maintenant, parce que j'imagine qu'on parlera du parcours, je suis régisseur général pour le théâtre, beaucoup. Donc c'est l'encadrement de toutes les équipes techniques. Donc de la lumière, du son, du plateau, donc c'est tout ce qui concerne les décors, et des costumes, du maquillage s'il y en a, enfin, etc. Voilà, toute la technique, l'encadrement. On parle parfois un petit peu de direction technique. Quand je travaille pour des compagnies, ça peut affleurer aussi un peu la direction technique, mais voilà, c'est essentiellement ça. Et après, selon la taille des équipes, je mets un petit peu plus les mains ou pas dans le cambouis, et donc je suis moi plutôt spécialisé dans les décors, donc dans la partie plateau, et donc je peux être souvent, et c'est d'ailleurs souvent le schéma utilisé, régisseur général et régisseur plateau. Voilà, donc ça c'est pour le théâtre. Et puis pour l'opéra, j'ai un métier qui est vraiment très spécifique à l'opéra, qui par définition se joue beaucoup autour de la musique, et donc on ne peut pas envoyer chacun ses effets, c'est top, c'est go selon les lieux, sur simplement des repères visuels. Parfois on a besoin que ça soit très cadré et que ça parte en même temps un changement de décor avec un effet de lumière qui va changer, un envoi de vidéo, une entrée d'artiste, enfin voilà, ça peut coordonner beaucoup de choses. Et donc il faut quelqu'un pour coordonner tout ça. Et donc moi je suis à cette place-là pendant l'opéra, et donc c'est un régisseur de scène ou de production, ça dépend des lieux, pour envoyer tous les tops à tout le monde. D'accord. Et du coup en fait le point commun entre les deux c'est la gestion du timing. Le point commun entre les deux, alors c'est d'une part mon petit parcours à moi, parce que c'est pas si fréquent que ça d'avoir des gens qui viennent de la technique pour la régie de scène à l'opéra. C'est plus souvent des danseurs, des anciens danseurs, ou des instrumentistes, ou des gens de la prod. Enfin voilà, c'est assez rare de venir de la technique. Et c'est quand même l'encadrement des équipes techniques, parce que, du moins pendant la représentation à l'opéra, parce qu'il y a tout un aspect pendant la répétition qui est encore autre, mais pendant la représentation, j'ai un petit côté quand même chef d'orchestre de la technique. J'ai un casque sur les oreilles, j'ai ma partition devant avec toutes les infos et tous les tops pour absolument tout, même les mouvements de certains chanteurs, etc. Et je coordonne tout ça depuis le moment où le public est entré dans la salle et où on me dit c'est bon, on peut démarrer. Je prends la main sur tout le spectacle, ne serait-ce que l'envoi du chef en fosse, enfin voilà, tout ça est coordonné. Et donc c'est quand même ça, un petit peu le lien entre les deux pour moi. Et tu te souviens du moment où tu as voulu faire ce job-là ? Ou peut-être Alors lequel ? Parce que du coup c'est vrai que tu dis que tu viens de la technique, donc peut-être que tu as eu envie de faire un job technique avant et ça t'a mené à ça. Ouais. Explique-nous un peu. Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai débuté vraiment professionnellement dans la technique, j'ai débuté en tant que régisseur plateau. Ouais. Et en fait, la régie plateau, sa base, c'est la machinerie de théâtre. Donc les machinistes étant les personnes qui installent ou qui bougent les décors. Donc c'est vraiment ça que j'ai appris comme métier. À la base, j'étais en apprentissage et j'étais considéré machiniste, et ça m'a donné accès à la régie plateau. Et en commençant à travailler, j'ai découvert aussi d'autres métiers. J'ai été en plus moi formé dans un opéra, donc j'ai vu
des régisseurs de scène faire ça. Ça m'a donné envie de le faire et j'avais aussi un petit bagage musical qui m'a permis de le faire parce que c'est quand même quelque chose à faire avec la musique et c'est la partie d'ailleurs peut-être la plus artistique de mon métier, c'est que je travaille vraiment avec la musique, avec la partition et je suis dans la musique. Et donc c'est en voyant ces gens-là que je me suis dit ah quand même ça m'intéresserait bien. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont un peu repéré aussi au même moment d'ailleurs et qui m'ont dit ah mais toi tu serais bien là-dedans et qui m'ont mis le pied à l'étrier pour me former un petit peu. Tu dis que ton job, il commence au moment où le spectacle commence, où même les spectateurs arrivent dans la salle, mais en réalité, il commence un peu plus en amont. Ouais, bien sûr. Là, je parle que de... Quand je dis ça, je parle que de la représentation en elle-même. C'est-à-dire, une fois qu'on a suffisamment répété, une fois que la première, à la limite, est passée, et qu'on enchaîne les représentations. Et même encore là, je dis que je prends la main sur l'organisation globale à ce moment-là, mais en réalité, je suis là avant ça, je suis là dès les premières convocations maquillage pour vérifier que tout aille bien, que tout le monde a ce qu'il faut, qu'on puisse démarrer à l'heure, sinon c'est aussi à moi de dire pour le public, on attend un peu, même parfois ça peut arriver de retarder une entrée publique parce que la salle n'est pas prête, parce qu'il y a eu un problème technique, parce qu'on ne peut pas encore baisser le rideau, parce que plein de choses, donc même le soir de la représentation, mon métier commence avant ça, mais pendant les répétitions, évidemment, il y a aussi toute une partie accompagnement des répétitions, accompagnement de toute la production, c'est pour ça que parfois je m'appelle régisseur de production. Ça peut aller de caler des convocations maquillage ou des essayages costumes en fonction des emplois du temps des uns et des autres, une petite partie de négociation du coup avec la mise en scène. C'est aussi faire en sorte que la scène qu'on doit répéter, enfin que le metteur en scène veut répéter, soit en place au plateau à 14h quand on débute la répète, alors que l'équipe technique n'est pas forcément censée savoir ce que le metteur en scène veut, donc c'est faire le lien dans tout ça, le prévoir la veille, etc. Donc c'est quand même pas mal de choses. Et puis, c'est aussi, moi, construire ma petite partition sur laquelle il y a tous les tops de tout le spectacle, qui peut faire beaucoup de choses. Donc c'est écrire aussi, ta partition. Et en plus, ça peut... Je suppose que selon les spectacles, il y a des spectacles où c'est hyper cadré comme un opéra, mais je suppose que dans le théâtre, dans le théâtre, s'improviser plus. Dans le théâtre, c'est vraiment autre chose. Et donc, tout ce que je viens de dire là sur à quel moment je travaille et ce que j'encadre, c'est encore différent quand je fais de la régie générale au théâtre. Et bien souvent, on a parfois des tops coordonnés pour que la lumière change en même temps qu'un changement de décor ou un envoi de son en même temps que la lumière, enfin, peu importe. Mais il n'y a pas une personne qui va donner des tops à tout le monde. Parfois on se cale sur le texte, parfois on se cale sur un truc visuel, mais que certains ne voient pas, donc moi ça peut m'arriver de donner un top son, par exemple, quand je suis pendant la représentation en train de suivre, mais enfin voilà, c'est beaucoup moins cadré au théâtre. On invente à chaque fois. Est-ce que ça t'arrive de donner des top sons pour recadrer les acteurs? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sais pas, un acteur qui commence à prendre des libertés ou oublier son texte ou Alors moi j'ai pas trop eu cette expérience-là parce que je suis dans des réseaux qui font un théâtre assez cadré quand même. C'est-à-dire que je fais pas du boulevard, donc il y a pas une connivence avec le public qui fait que ça part en impro. Éventuellement, ce serait un trou qui peut arriver, mais je crois pas avoir précipité des choses, m'être dit allez j'envoie ce top là parce que ça avance pas. J'ai pas un souvenir comme ça, mais bon, peut-être que ça m'est arrivé quand même. Quand tu dis je travaille pas pour le boulevard et tout, tu travailles pour quel type de spectacle? Ou est-ce que tu peux donner des exemples de spectacles dans lesquels tu as bossé? Alors à l'opéra, je travaille pour différents opéras en France. Et pour le théâtre, je travaille donc soit pour des compagnies directement, différentes parce que les rencontres font qu'on navigue un peu. Et puis ça, à Paris en tout cas, ça reste... un milieu assez émouvant avec du turnover. Et je travaille aussi pour des théâtres qui font soit de l'accueil de compagnie, soit des créations en interne, principalement à la Comédie Française, pour cet exemple-là, dans la petite salle du Vieux Colombier, qui est donc la petite salle de la Comédie Française. Et donc là-bas, je fais de la régie générale pour du coup plein de metteurs en scène. J'en fais un cette année qui sera mis en scène par Guy Cassiers, qui est un flamand, qui va monter Bérénice de Racine. Je travaille en compagnie, je travaille pour des gens très très différents. Je travaille pour la compagnie de Clément Poiré qui dirige La Tempête, qui fait à la fois du contemporain et aussi des classiques. Je
travaille pour Christian Eck et Valérie Leossor sur leur spectacle 20 milieux sous les mers, parce qu'ils ont plusieurs spectacles qui tournent en même temps. Ça m'occupe pas mal ces temps-ci. Et donc ça tourne en France. C'est un spectacle qui avait été créé au Théâtre du Vieux-Colombier d'ailleurs, et qu'ils ont repris après pour leur compagnie. Voilà, et en règle générale, quand même, j'ai une formation qui est assez technique. J'ai fait une école qui est plutôt reconnue, et du coup, quand on m'appelle, c'est quand même souvent qu'il y a un peu un gros bousin technique à gérer, ce qui peut-être implique aussi que j'ai pas tant fait des petites choses avec beaucoup d'impro, avec deux, trois tables et puis un tout petit bout de décor, enfin voilà. Donc c'est quand même, plus on fait gros, plus il y a besoin de cadrer et plus on est organisé pour. Et donc, tu as dit, j'ai fait une école qui est reconnue. C'est quoi l'école que tu as fait? Alors, l'école, c'est le CFA du spectacle vivant et de l'audiovisuel, qui se trouve à Bagnolet, au sein du, attention acronyme, du CFPTS, Centre de formation professionnelle technique du spectacle, donc, qui est un organisme de formation continue pour les professionnels qui sont déjà dans le métier et qui veulent se former par des stages de 2 semaines à 6 mois à des techniques particulières. Et donc au sein de ce centre de formation, qui est assez important et assez unique en France, il y a un CFA qui a été créé, je crois que la première promo est sortie en 2000, et qui formait des jeunes apprentis qui partaient un peu plus de zéro, avec juste obligation d'avoir le bac, et puis après sur concours, quoi. Et du fait d'être dans ce centre de formation professionnelle, d'avoir des profs qui sont tous professionnels, ça crée un truc un peu déjà sympa et puis réaliste. Ouais, réaliste et vraiment en prise avec ce qui se fait dans les théâtres, parce qu'on a des profs qui sont pas que profs et qui 2 semaines avant étaient justement en train de monter un opéra ou autre chose. Et elle est particulière pour mon domaine, c'est-à-dire la machinerie, parce que c'est un peu la seule école qui forme à ce point-là les métiers de la machinerie, parce qu'il y a d'autres écoles comme l'ENSAT à Lyon, le TNS à Strasbourg, qui forment plein de gens, qui forment des comédiens, qui forment des metteurs en scène, qui forment des scénographes, qui forment des régisseurs, mais plutôt en lumière ou en son, et pas tellement en machinerie. Et en fait, moi, alors d'ailleurs, quand je suis arrivé là-dedans, j'avais un peu l'idée de faire du son, parce que j'avais fait pas mal de musique et que ça me plaisait pas mal. Et puis en découvrant un peu ce que c'était que la machinerie, j'ai fait « Ah ouais, non, c'est ça que je veux faire ». Est-ce que tu peux expliquer, c'est quoi les compétences de la machinerie en fait? C'est de l'électronique? C'est quoi? Alors, traditionnellement, le mot est important parce qu'il y a vraiment un truc de tradition dans le spectacle, en France en tout cas. Traditionnellement, c'est quand même plutôt des métiers qui sont issus, il y a longtemps, on va remonter à Louis XIV, mais de la marine et de ses outils. Donc c'est-à-dire du bois, comme sur les bateaux, des cordages et des poulies, enfin voilà. Au lieu d'hisser la grand voile, tu tirais le rideau. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Et ça a fonctionné comme ça pendant vraiment longtemps. C'est-à-dire que jusque début 20e, on n'a pas construit d'autres choses. Et donc on a vraiment 2 gros siècles de machinerie classique, traditionnelle, qui n'ont pas tellement bougé. Et parce que ça fonctionnait comme ça. Et ça a même créé le théâtre. Et c'est pour ça qu'on a une scène d'un côté et une salle de l'autre. Enfin voilà, ça a vraiment... Oui, donc les compétences... la structure du théâtre était forcée par ce mécanisme-là aussi. Aujourd'hui, ouais, tu vas avoir des théâtres, je sais pas, moi je pense au théâtre de Bobigny, où tu vas pas du tout avoir le même système, ce qui est beaucoup plus libre dans l'espace. Tu n'as pas le public face à la scène, tu peux entourer ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que du coup tu as des poulies, des choses comme ça, oui. Et puis même à Bobigny, qui est une salle un peu plus modulable, ou dans d'autres salles qui seraient modulables, on a quand même un système qui va se retrouver dans un peu tous les théâtres de France et même un peu du monde en réalité, qui est une accroche en l'air faite sur des tubes qu'on appelle des porteuses, qui sont, on pourrait être un peu clair, qui sont parallèles au devant de la scène, donc qui vont de cour à jardin. Et donc on a des tubes comme ça qui font toute la largeur de la scène, ou en tout cas toute la largeur visible de la scène, et qui montent et qui descendent. Voilà. Ça s'appelle les cintres. Et donc c'est un peu la grosse base de la machinerie, c'est ce qu'on accroche comme décor en l'air, comme décor d'ailleurs, ou comme lumière maintenant, et de son. Et puis après c'est la scène en elle-même, qui est quand même encore, ça c'est pareil partout dans le monde, plutôt en bois,
parce qu'on peut visser dedans, parce qu'on peut enlever une trappe et qu'on peut faire apparaître quelqu'un depuis les dessous. Donc les compétences, c'est quelqu'un qui soit un peu bricoleur, parce qu'il y a toujours des petits trucs à modifier, qui sache utiliser 2-3 outils pour couper du bois, visser. Et à mon sens, en réalité, c'est presque plus qu'une formation théorique, c'est un peu un esprit de « Ah tiens, si je tire là-dessus et que je mets ça comme ça va fonctionner ». Un peu un esprit logique de comment ça marche. Un sens de l'espace. Un sens de l'espace allié à un petit sens de oui, si je rajoute une poulie, ça va m'aider au niveau du poids, ou si je tourne dans ce sens-là avec un levier, ça sera plus simple. Enfin voilà, ce genre de petits trucs. Et du coup, c'est un métier physique? C'est un métier qui peut être physique, et c'est un métier qui, si on n'est pas trop mauvais, est moins physique, parce qu'on est intelligent et qu'on se trouve des techniques pour que ce soit moins physique. Mais c'est vraiment, il y a un truc un peu comme ça, c'est-à-dire que... Mais s'il y a un côté court et un côté jardin, tu peux pas être côté court et côté jardin en même temps, tu peux pas te dupliquer. Non, alors, bon, on peut pas se dupliquer, mais on peut avoir des fils. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, mais c'est aussi un travail de comment je fais pour que moi qui suis à court ou à jardin, j'arrive à actionner quelque chose qui est aussi de l'autre côté. Enfin voilà, et donc ça, c'est des mécanismes, c'est justement toute la machinerie du théâtre. J'ai eu la chance, ça c'est vraiment une très grande chance, de travailler au petit théâtre de la Reine à Versailles, qui est donc qu'on voit dans le film Marie-Antoinette, qui était son petit théâtre à elle, qui est tout en carton-pâte, mais qui est magnifique, et qu'on a remis en œuvre. Et donc il y a un système de renvoi de cordage qui s'entraîne sur des gros, nous on appelle ça des tambours, il faut imaginer un gros cylindre en bois sur lequel vient s'enrouler le chanvre. Et avec ce système-là, à 2 personnes, on change l'entièreté d'un décor, on passe d'une petite scène de ferme à la forêt. Mais ça veut dire faire sortir de la scène 6 châssis de chaque côté, avec des décors peints dessus, et faire rentrer 6 autres de chaque côté, plus le fond, la toile de fond, plus quelques frises qui sont des espèces de petits rideaux qu'il y a au-dessus de la scène. Voilà, de ça, 2 personnes, parce que il y a les renvois de poulies qu'il faut, il y a des contrepoids qu'il faut, il y a tout ça. Donc c'est travailler en équipe, mais c'est aussi trouver les bonnes manières de faire. Et est-ce que c'est ça qui fait que des fois les théâtres, ils sont presque aussi profonds que la salle des spectateurs? Tu veux dire, est-ce que c'est la partie... Est-ce que c'est les besoins techniques qui font que la salle... Oui et non, je pense que c'est les besoins de représenter une profondeur. Maintenant qu'on sait l'éclairer, parce que ça a une importance. Non, je pensais profond dans le sens, tu sais, quand tu regardes le bâtiment, ouais. T'as presque la moitié en réalité qui est la partie technique. Ah, alors c'est pas toujours vrai. C'est marrant parce que à une époque, je faisais un petit module pour des élèves scénographes et on étudiait 2 coupes longitudinales de bâtiments. On étudiait la coupe de l'Opéra Garnier et la coupe de l'Opéra Bastille. Quand on regarde la coupe de l'Opéra Bastille, qui est donc un bâtiment moderne construit dans les années 80, on se rend compte qu'il y a, on va dire, 1/10 pour le protocole d'entrée du public, les salles, les petits salons, les choses comme ça. Peut-être 2 autres dixièmes pour la salle. Et après, tout le reste, c'est de la technique. C'est énorme. C'est colossal. C'est même pas un porte-avions, c'est vraiment énorme. Ça va jusqu'à la gare de Lyon. Ça va très très loin. Et en fait, pour se représenter un petit peu, c'est-à-dire que derrière la scène, qui déjà est énorme, qui équivaut à peu près à l'espace de la salle, il y a 4 autres scènes, on va dire. C'est comme si autour de la scène, il y avait 4 scènes entières. Ah ouais. Plus la même chose en dessous, avec un ascenseur qui fait la taille de la scène entière, c'est-à-dire qu'on peut sortir entièrement un décor vers l'arrière, lui faire prendre l'ascenseur et l'emmener au garage ailleurs et amener un autre décor sans qu'il soit démonté, tout est sur roulette. Voilà. Donc ça c'est un truc monstre, c'est assez unique même dans le monde. Mais voilà, donc c'est une partie technique qui prend, du coup dans mon calcul, 7/10. Bon, voilà. Et c'est pas trop exagéré, je pense que c'est vraiment ça. Et quand on regarde l'Opéra Garnier, donc qui pour le coup est d'une toute autre époque, c'est Napoléon III, et ben on se rend compte que la partie technique elle est toute petite
par rapport à l'ensemble, parce que il y a, alors on va dire que la partie technique, donc juste la scène, que ce soit, enfin, même s'il y a de la hauteur et puis il y a des dessous, ça prend à peu près c'est à peu près comme la salle. Mais devant, il y a la partie publique et il y a la partie entrée publique qui est énorme parce que c'est l'apparat de l'empereur, c'est se montrer, c'est les salons, c'est plein de choses. Et derrière, il y a aussi le foyer de la danse où ces messieurs d'une autre époque c'est très bien aller choisir leurs danseuses. Enfin voilà, il y a un truc très politique aussi dans le spectacle. Oui. Et donc non, la forme d'un... Alors, quand on a un peu l'œil, on peut reconnaître souvent un théâtre de dehors parce qu'il y a un toit un peu particulier, parce que c'est un peu haut, que ça dépasse, etc. Mais la partie technique n'est pas forcément si imposante que ça. Il y a même parfois des salles où moi je suis bien embêté de faire rentrer mon décor parce que il y a beaucoup de spectateurs, mais par contre la salle est petite, quoi. La scène, pardon, est petite. Et toi, aujourd'hui, tu ne conceptualises pas le décor, mais tu l'as fait dans le passé. Ouais. Alors je conceptualise pas. Quand je fais de la régie générale pour l'opéra, d'autant plus quand j'accompagne des compagnies, quand même, j'ai un petit regard avec le ou la scénographe sur la faisabilité des choses, notamment si on sait déjà dans quel lieu on va tourner, justement. Si on va dans un tout petit lieu, je veux dire attention, c'est bien beau de construire ça pour le théâtre de l'Odéon, mais après quand on se retrouvera au théâtre de Fontainebleau qui est tout petit à l'arrière-scène, ça va pas rentrer. Donc on trouve une solution ou alors on adapte. Voilà. Donc j'ai quand même ce regard-là. Et après, à une autre époque, oui, j'ai dessiné quelques décors, parce que c'était dans une compagnie, enfin c'est pas vraiment une compagnie, c'était une petite structure d'opéra, petite forme, où il me faisait confiance et j'avais envie de le faire, et puis voilà, ça s'est fait. Et puis après, j'ai construit aussi des décors en atelier de construction, parce que le métier de machiniste étant quand même pas mal bricoleur, que moi ça m'intéressait, je me suis un petit peu formé à ça, et donc pareil, les rencontres se faisant, j'ai travaillé pour des ateliers de construction, que ce soit pour du théâtre, de l'opéra ou de la mode ou d'autres choses. Voilà, mais je fais plus ça parce que j'ai plus beaucoup le temps, et puis que c'était beaucoup pour la mode et que c'est parfois un petit peu dur de voir les conditions dans lesquelles tout ça est fait. Oui, puis c'est plus éphémère, etc. Et c'est plus éphémère, et puis c'est moins galvanisant, enfin même en étant chef de projet sur des trucs comme ça. Ça a été marrant de faire des bonhommes remplis de 30 000 fleurs sur 30 mètres de haut, mais bon, voilà, on remet les choses en cause un petit peu et on se dit qu'il y a d'autres choses à faire. Tout à l'heure, en off, tu me disais que tu allais visiter des théâtres, et c'est pour ça justement que tu vas visiter des théâtres, pour les tourner et pour voir comment tu vas pouvoir... Ouais, tout à fait. Alors je vais visiter des théâtres, oui, pour quand j'ai un petit peu un doute sur la fiche technique. Donc la fiche technique qui est le document qui répertorie soit les contraintes, mais aussi les faisabilités du théâtre dans lequel on va arriver. En étudiant cette fiche technique, il peut m'arriver de me dire là c'est pas terrible, ou en tout cas j'ai pas toutes les réponses qu'il me faut, ou il y a un truc qu'il faut adapter, ou faut qu'on trouve une solution qu'on n'a pas encore et qu'on n'a pas eu au téléphone avec le directeur technique du lieu. Et donc du coup je vais là-bas. Parfois c'est même aussi d'ailleurs le directeur technique du lieu qui me dit voilà, moi ça me paraît énorme par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, je veux bien que tu viennes voir parce que je sais pas trop comment t'accueillir. Donc là, à ce moment-là, je vais visiter un théâtre, ouais, pour voir si c'est faisable. Ça m'est arrivé ça arrive pas si souvent, parce qu'on a quand même la culture du « allez, on va le faire quand même ». Mais ça m'est arrivé quand même de dire bah non, là je suis désolé, mais on va pas pouvoir le faire, donc on va pas faire cette date chez vous, ou alors de dire à la compagnie oui, bah après c'était avant que ce soit programmé définitivement, Oui. Mais ça m'est déjà arrivé, ouais, de dire non. Moi, voilà. Moi, en tout cas, mon avis c'est qu'on peut pas le faire. Après, si vous vendez quand même les choses, on fera ce qu'on pourra faire, mais voilà, mon avis, c'est de pas le faire. Pas dans son entièreté, quoi. Ou pas dans son entièreté, ou en tout cas, on discute, mais dans l'état actuel de ce que moi je demande pour ce spectacle, on fait pas. Voilà, ça m'est arrivé. Et puis, je vais visiter aussi des ateliers de construction pour des décors qui seront construits... là par exemple je vais bientôt visiter un atelier de construction qui va construire Bérénice, donc qui va se faire au Vieux-Colombier, au théâtre du Vieux-Colombier, et qui va être dont le décor va être construit à Nantes, aux ateliers du Grand T,
et je vais voir l'atelier pour m'assurer qu'ils aient bien toutes les contraintes que nous on va avoir au Théâtre du Vieux-Colombier en termes de levage, en termes d'espace, en termes de d'accès décor par exemple, et aussi alors je vais aller visiter à un certain stade de la construction des décors. Il faut quand même qu'il y ait des choses à voir, sinon ça sert à rien d'y aller et on s'appelle, mais aussi pour rendre compte de l'avancée et des choses qui marcheraient ou qui marchent pas, même en termes d'assemblage entre deux éléments de décor, qui va être pratique ou pas. Tu dis que tu vas avoir des ateliers à Nantes. Est-ce qu'il y a des ateliers en France qui sont spécialisés particulièrement selon les régions ou des métiers ? Il y a quelques ateliers qui ont un peu qui sont assez cotés pour telle ou telle chose. Alors évidemment, la France c'est quand même un pays qui est particulièrement centralisé, aussi au niveau de la culture. Donc il y a et du spectacle vivant, puisque c'est ça qui m'intéresse moi. Il y a quand même, je pourrais pas dire la proportion, mais je pense pas être si loin du compte à dire des chiffres genre 70 ou 80% des spectacles qui se créent dans ou autour de Paris, ce qui est assez énorme, et après qui vont tourner, comme on dit, en région. Il y a du coup aussi, il y a beaucoup de structures de spectacles vivants à Paris et autour, et il y a fatalement aussi beaucoup d'ateliers qui fonctionnent pour tout le secteur du spectacle vivant, qui ont beaucoup fonctionné pour les JO là aussi par exemple, et qui fonctionnent pour ceux de Paris en tout cas beaucoup pour la Fashion Week, qui est quand même un gros machin à gérer en termes de décors souvent éphémères. Oui, parce que la Fashion Week de Paris, je pense qu'en vrai c'est la plus grosse du monde. Ouais, et... enfin j'en ai fait qu'une autre, donc j'ai été à Milan une fois et c'était quand même assez monstrueux, mais c'était un événement particulier, je ne saurais pas dire ça. Et en réalité le théâtre, j'en discutais avec des gens, avec des Canadiens, et en réalité Paris est la ville qui a le plus de pièces jouées, plus que New York. C'est la ville où il y a le plus de spectacles vivants dans le monde. Alors peut-être que c'est un point de vue occidental et qu'en réalité en Inde ou en Chine il y a des villes où il y a plus, mais je suis pas sûre. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment une culture ancienne du théâtre en France, du théâtre et du lieu de théâtre, parce que ça a quand même son importance. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit historique si on veut, mais le théâtre n'a pas toujours été sédentarisé, et c'est beaucoup quand même sous l'égide de Louis XIV, qui a voulu impressionner tout son petit monde, qui a fait venir des gens qui savaient fabriquer des scènes de théâtre, parce que c'était encore éphémère à cette époque-là, qu'on a voulu un peu plus se sédentariser, mais avant tout ça, il y avait du spectacle vivant un peu partout, et c'était souvent déambulatoire, c'était dans les villes, on s'installait entre deux maisons, ça existe encore en Espagne d'ailleurs, ça s'appelle le choral. Il y avait des tas de formes. Maintenant, le fait qu'on ait sédentarisé les choses et qu'on ait sanctuarisé ça dans un lieu avec des façons de faire, avec tout le système, alors particulièrement dans le système dans le théâtre classique, qui serait plutôt franco-italien, quoi, on va dire. Ouais. Rideau rouge, fauteuil rouge. Rideau rouge, même dans la technique sur scène, ça a quand même standardisé beaucoup de choses. Les dessous pour faire apparaître et des gens et des décors. Au-dessus, ce qu'on appelle les cintres, donc c'est les deux parties un peu non visibles du spectateur, mais qui permettent justement les machineries, les coulisses de chaque côté, voilà. Et puis la salle dite à l'italienne, un peu en fer à cheval, voilà. Tout ça a sanctuarisé quelque chose. Et donc oui, le fait que ça se soit sanctuarisé et qu'il y ait eu vraiment une volonté politique du pouvoir français de se représenter jusque-là, ça a créé beaucoup de choses. Après, à Paris, il y a eu ce qu'on appelle le monopole qui était accordé à un théâtre, et donc tous les autres avaient obligation ou plutôt à l'inverse, interdiction de représenter des pièces dans Paris. Donc ils ont tous été se mettre sur les bords autour des remparts, ce qui a donné à Paris les grands boulevards et ce qu'on appelle le théâtre du crime, le boulevard du crime, pardon. Et donc maintenant tous les théâtres de boulevard, et donc on parle de pièces de boulevard. Mais il y a eu un foisonnement à la Belle Époque, il y a eu un second âge d'or du théâtre et de fait de la machinerie aussi et de tout ce qu'on invente pour le spectacle. Et tu dis théâtre, c'est opéra, opérette, oui, là pour le coup, Offenbach, ouais. Et tout ça fait un petit monde foisonnant à la fin du 19e siècle qui fait qu'il y a malgré tout quand même des techniques qui évoluent et des envies, et puis des envies de faire toujours plus grand, et ça donne l'Opéra de Paris qui a été le plus grand opéra du monde à sa construction. L'Opéra Bastille maintenant, qui est aussi une des spécificités françaises assez incroyables dans le monde, et
Je pense, j'ai pas d'autres exemples, mais je pense de toute façon qu'on est la seule capitale au monde à avoir 2 opéras. Au sein de son organisme Opéra de Paris, il y a 2 bâtiments énormes dans Paris qui sont l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille. C'est assez unique. Et ça, c'est encore ce qui reste un petit peu de ce qu'on appelle l'exception culturelle française, mais il faut le garder. Est-ce que la notion de théâtre privé et de théâtre public vient de là aussi ? Alors, le théâtre privé... non, on va le faire dans l'autre sens. Le théâtre public serait un théâtre subventionné et uniquement subventionné, parce qu'en réalité, le théâtre privé est quand même subventionné. Et parce qu'il est uniquement subventionné, il dépend de fait de financement, mais donc aussi d'une appréciation politique qui, elle, est publique. C'est-à-dire que ça peut être un théâtre municipal jusqu'à un théâtre dépendant directement du ministère de la Culture, qui ne sont pas légion en France, mais qui sont le théâtre de l'Odéon, le théâtre de la Colline, le théâtre national de Strasbourg, les 2 opéras de Paris, et l'opéra comique. Et puis la Comédie Française. Voilà, ça c'est un peu les fers de lance du théâtre public. En dessous, on a des structures un peu plus mixtes en termes de financement, mais qui quand même dépendent du ministère de la Culture pour ce qui est de choisir la direction, etc. C'est les CDN, les Centres Dramatiques Nationaux. Donc ça, il y en a normalement un petit peu plus partout. Et puis après, oui, ça va jusqu'au théâtre municipal ou de collectivité, etc. Et puis après, le théâtre privé, par définition, est un théâtre qui dépend normalement uniquement d'une direction et de financement privé, si ce n'est qu'il y a des subventions quand même pour la culture en général en France, que certains théâtres arrivent à en bénéficier. Et puis, il faut aussi se rappeler qu'on est aussi soutenu quand on crée des pièces de théâtre en France, et donc même les théâtres privés qui fonctionnent avec des financements privés bénéficient quand même du fait qu'il y ait des gens qui aient créé des spectacles dans des structures publiques ailleurs pour venir jouer chez eux. Et puis il y a encore un dernier truc qui a quand même une grosse importance, c'est l'intermittence en France, qui est, mine de rien, une manière quand même un petit peu de financer la culture et le spectacle vivant en France. Et ça, à partir du moment où n'importe qui a une licence de théâtre, d'entrepreneur du spectacle peut embaucher des intermittents, de fait, les théâtres privés bénéficient du fait de pouvoir embaucher des intermittents et donc un petit peu d'une subvention. Donc, public-privé, oui, il y a quand même des bonnes différences entre la Comédie Française, qui est vraiment dépendante du ministère de la Culture et qui a des budgets énormes pour faire des choses, et c'est très bien, et le théâtre de, la Porte Saint-Martin, qui est un théâtre vraiment privé. Oui, il y a des énormes différences, mais on a quand même une culture en France qui est assez préservée pour l'instant. Il faut que ça le reste, les temps sont durs, mais voilà, même les théâtres privés pâtiraient d'un gros manque de budget là-dedans. Et comme ton métier, du coup, tu parles de tradition et d'héritage, etc. Est-ce que tu as hérité des traditions, des superstitions Ouais. Alors, abordons les superstitions. Il y en a une qui est quand même très tenace, en tout cas chez les techniciens. Et d'ailleurs, vous pourrez réécouter ce podcast et vous remarquerez que j'utilise le terme de cordage. Ouais. Parfois, je peux dire fil, ou drisse, chanvre, voilà. Mais je ne prononcerai pas le mot CORDE. On considère qu'il porte malheur. Alors là, en plus, pour tout dire, on est sur un bateau actuellement. Et donc, il porte doublement malheur. Il porte malheur pour le théâtre et pour le bateau. Et donc, oui, ça, on me l'a appris, moi, quand je me suis formé dans un théâtre. Alors... il y a cette superstition-là, il y a le fait de ne pas porter de verre, qui se perd un peu plus, mais qui, quand même, dans certains lieux, ça m'est déjà arrivé d'avoir un machinot un peu à l'ancienne qui regarde quelqu'un de travers parce qu'il est habillé en vert. Voilà. Et moi, c'est des choses que je respecte assez. Non pas parce que je pense qu'effectivement ça va porter malheur, mais parce que... Pour 2 raisons. Déjà parce que souvent, il y a une explication plus rationnelle que ce qu'on pense à tout ça, pour en citer un exemple. Et puis aussi parce que c'est en se disant que certaines traditions sont importantes comme celle-là qu'on maintient aussi d'autres traditions, ne serait-ce que de savoir comment fonctionne un tambour du petit théâtre de la Reine, qui fait qu'à 2 personnes, on peut changer tout un décor. Voilà, c'est ça, pour moi, tout ça a un sens global et ça se tient, et
pour ça qu'on C'est y ça. pense aussi. Finalement, ça fait un peu partie du savoir-faire, en fait, du respect de son métier et de l'amour de son métier qui fait qu'on respecte aussi cette partie-là parce qu'en fait, ça a des conséquences. Ouais, c'est sûr. C'est la bonne façon de faire, c'est aller chercher la bonne façon de faire et dans les règles de l'art. Voilà. Oui, dans les règles de l'art. C'est travailler dans les règles de l'art et en fait, ça a sa résonance dans tout ça, je trouve. Et c'est, alors sans aller jusqu'à un truc du geste parfait, un peu à la japonaise ou quoi, que je trouve particulièrement intéressant par ailleurs, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et il y a, alors particulièrement dans le domaine de la machinerie, ce qui est peut-être un peu moins le cas en son, en lumière ou dans d'autres domaines, il y a, t'as raison, un truc du beau geste, ou en tout cas c'est un métier de geste. Il y a une façon de porter des châssis, donc qui sont des grands panneaux de décor, qui parfois font, par exemple à l'Opéra Royal, il y a des châssis de Versailles, qui font 7 mètres de haut, qu'on porte à 2. Donc faut imaginer un grand panneau comme une grande porte quoi, qui ferait 1,20 m de large et 7 mètres de haut. Et donc tout ça a une prise alors pas forcément au vent, mais juste le petit courant d'air qu'on fait en se déplaçant. Et puis tout ça a un équilibre à tenir quoi. N'importe qui essaie de tenir un balai sur sa main en l'air se rend compte qu'il faut un équilibre. Et donc il y a une façon de tenir tout ça pour pas se faire mal au dos. Il y a des façons même d'assembler les châssis entre eux à une époque, mais ça se fait encore parfois pour faire des assemblages très rapides et changer les décors rapidement avec des fils qu'on fouette avec le poignet. On donne un tout petit coup de poignet et puis on va placer le fil un coup à droite, un coup à gauche sur les châssis pour les maintenir entre eux et pour les serrer. Ça fait comme on pourrait imaginer comme le dos d'un corset lacé. Il y a un fil qui passe d'un châssis à l'autre et puis en serrant, il est, au lieu d'être pris dans des œillets, il est pris comme des petits clous qui dépassent. Et donc ça, il faut imaginer ça aussi sur 7 mètres de haut, on est tout en bas avec un fil et puis on fait clac, clac, clac d'un côté de l'autre avec le poignet pour faire passer le fil dans les petits clous qui sont à 7 mètres de haut. Tout ça, c'est des gestes traditionnels et qui sont la façon de travailler dans les règles de l'art. Et c'est pareil, je pense que c'est pareil pour beaucoup de domaines, beaucoup de petits domaines internes à la machinerie, qui sont le travail du bois, le travail de l'acier parfois, et puis particulièrement dans l'opéra, parce qu'on travaille avec la musique, moi je trouve qu'il y a une façon de faire un changement de décor, il y a une façon de lever un rideau qui sera beaucoup plus efficace pour avoir le petit effet waouh dans la salle, quoi. Et c'est important, et tout ça, c'est au final, même si aujourd'hui on commence à avoir beaucoup plus de machines, c'est quand même un humain derrière qui va déclencher, qui va sentir ce qu'il fait avec ses mains, et il y a une importance à tout ça. Et je pense que en se souvenant des traditions, même celles qui pourraient paraître un petit peu idiotes, comme le fait de ne pas dire CORDE ou de frapper les 3 coups au début d'un spectacle, ou de plein de choses, ça fait partie d'un petit truc un peu risible qu'on pourrait imaginer comme un folklore, mais en fait, ça permet de garder l'ensemble qui est assez important, moi je pense. Et si tu as de beaux gestes, les belles choses, est-ce qu'il y a des fois où ça a été la cata ? Ouais. Genre, tu as des anecdotes à raconter. Comment tu t'en es sorti ou pas sorti ? Alors moi, j'ai jamais vécu d'accident, mais ça arrive. Ça arrive, j'ai des copains qui ont travaillé sur des spectacles avec des accidents, vraiment des gens qui se blessent. Je crois pas avoir connu de personne qui ait vécu des accidents tragiques jusqu'à une mort, mais voilà, un élément de décor qui tombe sur des danseurs, par exemple, il y a 1 ou 2 ans. Bah oui, ça arrive parce que c'est du spectacle vivant, parce que on fait jamais la même chose exactement tous les soirs, même dans des trucs très cadrés, et même avec ma petite partition, avec mes 200 tops écrits pile à la bonne note, on fait jamais pareil tous les soirs. Et c'est pour ça qu'on aime bien ça aussi, sinon on ferait... Enfin, sinon c'est du cinéma, si on diffuse juste un truc ça pareil. serait barbant. Et ce serait barbant. Et puis c'est aussi, il faut quand même le reconnaître, parce que on est dans des métiers qui parfois flirtent un peu avec les règles de sécurité normales. C'est-à-dire qu'on accroche quand même des gens sur des éléments qui, dans la vie de tous les jours, ne devraient pas être comme ça. Si on respectait la loi du travail française normale, on aurait des comédiens avec des casques de chantier. On aurait des harnais partout. Enfin, voilà. Et on la respecte pas parce qu'évidemment,
toutes les pièces de théâtre ne se passent pas sur un chantier, donc on a besoin de les costumer autrement. Mais voilà, on flirte un peu avec tout ça. La législation spécifique au spectacle vivant, elle n'est pas très vieille, parce que justement il y avait trop d'accidents et que dans les années 80-90, on a commencé à dire bon, on va peut-être se calmer un petit peu, et donc on a mis des législations en place, mais du coup tout ça a une inertie. Et puis aussi parce que on a parfois des trucs un peu qui se jouent à pas grand chose. Ça peut être, moi ça m'est arrivé de manipuler des éléments de 500 kilos au-dessus de la tête de comédien, parce que des bouts de décor, c'est des éléments qui peuvent être très lourds. Ah oui. Et donc, je parlais des porteuses tout à l'heure, donc qu'on manipule avec des contrepoids. Et ça peut arriver de pas sentir tout de suite, parce que 500 kilos, même si c'est bien équilibré, dans les mains ça a une petite inertie aussi. Donc de pas sentir qu'on accroche un élément qui la veille n'était pas là, mais là il est posé à cet endroit-là, un tout petit peu décalé par rapport à son repère de d'habitude, et on s'en est jamais inquiété parce qu'en répète ça n'est jamais arrivé, et que personne dans la multitude de choses à penser n'a pensé tiens, si ça c'était pile 2 cm plus loin, ça pourrait accrocher. Et on accroche, et on fout l'élément de travers, et puis, voilà. Bon, moi, le max qui me soit arrivé, et encore, c'était pas moi qui étais à la manœuvre de tout ça, ni du spectacle, j'étais là un peu en renfort, et donc j'ai vu, mais voilà. C'est d'interrompre vraiment une représentation en disant... la comédienne a dû dire « Désolé, on a un petit problème technique » parce que justement, il y avait un châssis au-dessus de sa tête qui était pas du tout posé comme il aurait dû se poser dans le changement de décor, qui était complètement de travers, un peu risqué, etc. Ah ouais, elle a eu la présence d'esprit de... Ouais, elle l'a vu, puis moi je suis allé au plateau parce que, avec mon casque et ma tenue en noir parce que ça commençait à être dangereux. Donc voilà, on a arrêté le spectacle, on a remis les choses en ordre, et au bout de... on s'est beaucoup parlé dans les intercoms, donc c'est des casques avec micro, on s'est beaucoup parlé pour régler la chose rapidement, et puis 30 secondes après on redémarrait. Mais ça va. Ouais, ça va. J'ai jamais connu d'annulation sèche de rentrer chez vous. Bref, si, mais pour des questions de comédien qui peut pas aller sur scène, des trucs qui dépendaient pas de nous. Ok. Ouais. Ah, ça peut te faire flipper de ouf. Ça peut être dangereux, ouais. Et particulièrement dans des spectacles très techniques avec des décors qui bougent, parce que concrètement c'est beaucoup ça, hein. En son, le plus gros risque qu'on ait, c'est d'envoyer un gros Larsen qui fait très mal aux oreilles à tout le monde. En lumière, c'est d'aveugler un peu des gens ponctuellement. Les autres domaines, surtout les écrabouiller. Surtout le décor, ça peut être quand même beaucoup plus dangereux. Ouais, ça peut être écrabouillé, ça peut être quelqu'un qui tombe parce que il va sur une passerelle qui est dans le décor à telle hauteur, ou qui peut tomber dans la fosse d'orchestre, je sais pas, parce que sur scène il est censé être, je sais pas, à vélo, peu importe, tellement de raisons, tellement de possibilités de se faire mal en fait. C'est comme dans la vraie vie, quoi. C'est comme dans la vraie vie, sauf qu'on... Qu'il y a un trou au bout. Sauf qu'il y a un trou au bout, qu'on a des lumières un peu aveuglantes partout, qu'on est quand même dans le noir en coulisses, qu'il y a qu'il faut enjamber des câbles, ou toutes sortes de choses en coulisses aussi. C'est pas un... Moi, mon bureau n'est pas le bureau de Monsieur Tout-le-Monde, et je suis dans des trucs un peu particuliers parfois. Je peux passer vraiment des journées un peu dans le noir. Et puis, faire des accroches avec des petits mousquetons qui sont certes faits pour, mais ça n'en demeure pas moins qu'à un moment, vraiment, manipuler 500 kilos au-dessus de la tête d'autres personnes, c'est pas rien. Et qu'au-delà d'être formé, il faut être clean. Déjà, il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir dire non quand on estime que c'est dangereux. T'as déjà mis ton veto? Ouais, j'ai déjà mis un veto. Alors, soit de dire non, ça se fera pas comme ça, soit de dire moi j'en prends pas la responsabilité, et si vous voulez le faire, vous le faites, mais soit vous vraiment, ça va pas peut-être pas jusqu'à me signer moi un papier pour me dire que c'est vous qui m'avez demandé, mais ça peut être moi je le fais pas. Trouver quelqu'un qui veut le faire si vous voulez, mais moi je le fais pas, voilà. Mais ça, c'est important. Dans tous les métiers, je trouve qu'il faut pas assumer des responsabilités quand tu as l'impression que c'est dangereux ou quoi que ce soit, et je pense qu'il faut oser dire non, quoi. Souvent on parle du droit de retrait, qu'on entend un petit peu de temps en temps. Moi on me l'a vraiment appris à l'école, le droit de retrait, mais souvent on l'entend pour quelque chose qui nous mettrait en danger nous-mêmes. Et en fait, en tout cas, moi, dans mon métier, il y a quand même une grosse part de ça. Quand on est en tournée, je suis responsable aussi de la sécurité, pas que des équipes techniques que je dirige en quelque sorte, mais aussi des comédiens qui sont sur scène, et aussi du public, au-dessus duquel j'accroche des choses, et de plein de gens. Et en fait, il faut aussi effectivement pouvoir se dire, non, attendez, là...
D'autant plus que, je vous rappelle qu'on sauve pas des vies et que on fait pas des choses beaucoup plus importantes que de divertir des gens pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc non, on va pas faire ça, c'est trop dangereux. Et puis peut-être c'est pas grave en plus si on fait pas ça. Peut-être c'est pas grave dans ce qu'on veut raconter sur scène si on se passe de ça, parce que là ce que tu me proposes c'est trop dangereux. Donc ouais, il faut savoir le dire, c'est pas facile, d'autant plus dans un domaine professionnel où il y a ce fameux truc show must go on. Il y a quand même cette culture là. Il y a la culture de, pour être un peu trivial, on en a chié mais on l'a fait. Et c'est presque un peu valorisé, quoi. Et donc ça, c'est... Et est-ce qu'il y a aussi le metteur en scène est au-dessus de tout le monde ou pas trop ? Alors, ça dépend. Ça dépend déjà des metteurs en scène. Il y en a qui le sont un peu plus que d'autres dans la position qu'ils prennent. Ça dépend des lieux, parce que, par exemple, à la Comédie Française, le système interne et de fonctionnement de la Comédie Française fait que c'est les grands patrons, c'est les comédiens de la Comédie Française. C'est eux qui invitent un metteur en scène à venir monter telle ou telle pièce. Donc, certes, ils dirigent des comédiens sur scène, mais... C'est des sociétaires ou des pensionnaires, pour certains. Et donc, ouais, c'est comme si c'était une énorme scope, on va dire, en termes de fonctionnement en tout cas, parce qu'en réalité c'est plutôt l'État qui paye pour les comédies françaises. Mais disons que ça fonctionne comme ça, ils se réunissent pour décider de choses et tout ça. Et donc c'est vraiment les comédiens les patrons, et donc ça met des trucs un peu, parfois avec des metteurs en scène qui ailleurs seraient un peu... la star serait un peu, en tout cas, qu'aurait un truc un peu divin de décision sur un plateau. Ça arrive, et là-bas c'est un peu différent. Et c'est drôle d'ailleurs d'observer ça. Quand moi j'accompagne les débuts des répètes et tout, parfois ils savent pas trop comment fonctionner, ils savent pas trop où se mettre. Ça, c'est assez marrant à observer. Et puis ça dépend aussi de la forme de tout ça, ça dépend des égos de chacun. Parfois t'as des comédiens un petit peu tête d'affiche qui peuvent... sans parler du fonctionnement du français, imposer un truc. Et puis ça dépend aussi du domaine. C'est-à-dire que par exemple dans l'opéra, donc il y a un metteur en scène, il y a un chef d'orchestre, et là pour le coup, même ça c'est un peu réglé, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les répétitions mise en scène piano. Donc là c'est vraiment la mise en scène qui prime, et donc le chef est là pour donner un peu ses envies de tempo, il dirige musicalement la répète, mais c'est le metteur en scène qui dit on va reprendre là, on va faire ça, qui dirige sa répétition comme il l'entend. Et par contre, sur les opéras, je suppose que si tu as un metteur en scène star et un chef d'orchestre star qui peuvent être réunis, le chef d'orchestre peut arriver très tard. Ouais, il peut avoir son assistant qui fait toutes les répètes du début et puis n'arriver que tardivement pour prendre en main un peu la chose. Ce qui peut être parfois très compliqué, parce que si je vais au bout de la continuité, on a donc d'abord ces mises en scène piano. Le metteur en scène, certes en musique, décide un peu de comment il fonctionne et de ce qu'il veut. Et puis, on va jusqu'à faire une répétition générale, c'est-à-dire en costume, et du début à la fin de l'œuvre, uniquement accompagné au piano. C'est encore le metteur en scène qui a la main là-dessus. Et puis dès le lendemain, on a d'abord une répétition juste musicale. Donc là, c'est vraiment pour que tout le monde se mette ensemble, parce que c'est l'arrivée de l'orchestre au plateau. Et donc on se met juste orchestre dans la fosse, les chanteurs juste sur la scène, mais sur chaise alignée, et puis vous chantez quand c'est à vous. Enfin voilà. Et puis après, on repasse en mise en scène, mais orchestre cette fois. Et donc c'est certes avec les mouvements de mise en scène, mais le metteur en scène, il a plus son mot à dire, il a plus à interrompre une répétition, il se met au fond de la salle, s'il veut venir faire des petites notes en coulisses au chanteur, il peut, mais c'est le maximum qu'il puisse faire sans demander l'accord au chef. C'est le chef d'orchestre qui reprend la main, et ça c'est à quelques jours de la première. Il reprend la main pour 3-4 jours on va dire, et c'est lui qui décide quelle scène on répète, c'est lui qui décide où on reprend, etc. Et voilà, donc ça peut être un peu dramatique. C'est-à-dire que... Il peut ne pas répéter toutes les scènes ? Alors si, il va répéter toutes les scènes parce qu'il va pas se mettre en danger quand même. Mais moi, ça m'est arrivé, alors pas des trucs avec des proportions énormes, mais moi, ça m'est arrivé de voir un chef, du coup, casser un petit peu la mise en scène qui avait été montée jusqu'à présent, parce qu'il n'était pas tellement d'accord avec la façon de monter l'œuvre. Et donc,
quand c'est à son tour de prendre le truc en main, il dit non mais ça va pas, t'es au fond là, on t'entend pas parce que le metteur en scène l'a mis sur un balcon au fond pour chanter son air. Il dit, non mais ça va pas, on t'entend pas machin. Et puis la révolution. Si Juliette est plus à son balcon, c'est chaud quoi. Ouais, alors il le ferait peut-être pas pour un Roméo et Juliette. mais voilà, où t'es tourné vers la coulisse parce qu'il parle à quelqu'un qui est censé être en coulisses ou ailleurs. Mais non, tourne-toi vers moi, sinon je peux pas te diriger. Ça peut faire des trucs. Ça peut paraître pas grand-chose, mais parfois ça peut être. Tu sens un peu les tensions et ça peut être un peu dramatique ce petit retournement. C'est un peu, tu sais, dans certains jeux de cartes, tu poses la carte révolution et ça inverse toutes les valeurs. Et voilà, là la révolution, ça s'appelle d'abord la répétition italienne, puis après la mise en scène orchestre et hop, on change les valeurs. C'est le chef d'orchestre qui dirige. Mais en général, d'autant plus maintenant. On a une plus jeune génération qui est un peu plus ouverte à de la mise en scène variée. On arrête de se planter devant pour chanter. Et les chefs d'orchestre suivent ça quand même, ça les intéresse. Il y a moins ce conflit quand même de qui c'est qui a la plus grosse un peu. Hein. C'est quand même un peu ça, on va pas se mentir. Surtout quand c'est des vieux mâles blancs grisonnants et qui ont leur petit sérail dans ce milieu-là. Oui. T'as l'impression qu'il y a un changement de génération en ce moment ou pas ? En ce moment, je sais pas, je pense que le changement de génération, de fait, il se fait un peu tout le temps. Et puis, moi, je vois celui dans lequel je travaille. Je pense qu'il y en a eu avant. Il y en a eu avec les années Mitterrand. Il y a eu des gros changements dans la culture. Parce qu'il y a eu aussi de l'investissement. Il y a des changements. Peut-être qu'il y a un truc qui se passe actuellement, c'est peut-être l'interdisciplinarité qui est un peu plus importante dans le spectacle vivant. Donc c'est tout ce qui va mettre en relation, par exemple, l'opéra certes, mais mis en scène par quelqu'un qui vient plutôt de la danse, ce que j'ai fait aussi il y a quelques années, ou des metteurs en scène d'opéra qui avant étaient vraiment que metteurs en scène d'opéra, et maintenant on commence à voir un peu plus arriver des gens qui viennent du théâtre et à qui on demande de mettre en scène un opéra. Ça l'a été pour quelques cas, mais on commence à avoir un peu plus des choses comme ça, un peu plus fortes. Et puis après, il y a évidemment, mais ça je pense à toutes les époques, des petites révolutions, parce qu'il y a des révolutions sociétales, que ce soit technologiques, parce que Internet, parce que Elon Musk, parce que transhumanisme, mais aussi parce que MeToo, enfin voilà. Et ça transpire sur scène dans ce qui est raconté, mais évidemment ça change aussi les choses sur comment on travaille, même si c'est un peu plus long. C'est-à-dire que je pense que même des spectacles qui ont été montés dans un esprit un peu plus moderne peuvent avoir été faits, qui mettent en scène quelque chose d'assez moderne avec des préoccupations modernes ou contemporaines sur, je sais pas, par exemple le changement climatique. C'est pas pour ça que c'est pas un décor qu'on va jeter après, qui aura pas été créé dans des conditions très respectueuses de l'environnement. Enfin voilà, les choses changent, mais c'est toujours pareil. Les choses changent plus vite à la scène qu'à la ville, je pense. Après, c'est compliqué parce que je me souviens d'être allée voir un spectacle avec Irène, qui est dans le premier épisode. Ouais. Du coup, le metteur en scène, c'était un metteur en scène de danse. Et justement, il voulait rejeter tout ça. Et du coup, il était seul en scène. Il n'y avait pas de chauffage. On arrivait, on était trempés, saucés. Et du coup, tu fais, c'est ça l'avenir, pas de décor, pas de costume, pas de chauffage. Ça va être horrible. Donc c'est compliqué, je pense qu'il y a un chemin et ça va peut-être passer dans un extrême, après revenir sur un équilibre. Après ça, c'est le spectacle vivant est fait d'excès, comme tout art sans doute, est fait d'excès dans la recherche de quelque chose, c'est sûr. Dans ton travail, c'est quoi qui t'inspire ? Est-ce que tu t'inspires des autres ? Est-ce que tu t'inspires d'autres choses ? Alors, il y a un truc qui revient souvent, qui est une phrase que m'avait dit un de mes mentors de machinerie, on va dire, alors qui était lui-même un ancien machiniste et qui était après qui a été conservateur de l'Opéra Royal de Versailles, qui a fait en sorte qu'on remette un peu en œuvre l'Opéra Royal de Versailles, qui a été un peu abandonné, et maintenant il se passe tout plein de choses tout le temps et c'est super. Et ce monsieur qui s'appelle Jean-Paul Gousset, qui a écrit des bouquins très intéressants sur la machinerie, il m'avait dit faut te souvenir que tout a déjà été fait. Alors, ça peut être un peu bizarre pour quelqu'un qui travaille dans le spectacle ou dans l'art, même en général. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut plus... On peut plus inventer, on peut plus inventer, c'est déprimant, ça peut être. Et en fait, non. C'est-à-dire que moi, dans ton podcast, je suis peut-être plus du côté artisan
qu'artiste, mais je travaille dans l'art. Mais dans le côté artisan, c'est très intéressant de se souvenir que d'autres se sont penchés sur les problématiques qu'on peut avoir en termes de réalisation de ce qu'il y a à faire, parce que c'est ça mon métier, c'est comment réaliser les envies des uns et des autres, et de se dire, il y a sans doute une solution qui a déjà été trouvée à mon problème. Et ça, c'est intéressant. Tu vas chercher, tu vas faire des recherches, tu as des bibliothèques pour ça? Il y a des choses, il y a des choses. Il y a alors une petite bible, mais bon, ça c'est un peu anecdotique. C'est un bouquin qui a été écrit par un machiniste du XVIIIe siècle, donc ça remonte quand même beaucoup, qui s'appelle Nicolas Sabatini. Et le bouquin s'appelle Méthode pour créer des machines et scènes de théâtre, enfin un truc comme ça. Donc ça représente un petit peu une petite bible. Après, il y a 2-3 ouvrages vraiment un peu qui ont fait référence, des traités scénographiques, des choses comme ça. Mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi chercher de la documentation technique, même tout simplement. Aller voir sur des sites de matériel de spectacle, structure, de choses comme ça. Voir s'il n'y a pas une solution qui existe déjà pour un truc que j'arrive pas à résoudre. Ça peut être aussi demander, tout simplement, à des gens. Moi, j'ai dans mon répertoire 2-3 personnes dont je sais que si je suis un peu bloqué, elles peuvent me mettre un secours assez utile. Et puis moi-même, ça m'arrive d'avoir 2-3 scénographes qui ont mon numéro aussi et qui me disent tu penses quoi de ça. Et voilà, ça c'est intéressant. Et puis il y a une autre phrase aussi qui me revient de temps en temps. C'était une copine éclairagiste qui m'a dit ça il y a quelques années. Je faisais le comparatif avec les créateurs costumes, lumière, son, etc., le scénographe. Et je disais oui, mais moi je suis pas dans la compagnie. C'est un rôle un peu, quand on bosse en compagnie, on est un petit peu à part en disant moi je suis pas créateur, moi j'exécute un peu quoi. Et donc cette copine m'a dit mais si toi t'es créateur des possibles. Ah, c'est beau. Ouais, c'était très très beau. C'était très beau de dire ça. Et donc ça inspire un peu quand même. Et c'est ça veut dire il y en a un qui rêve et toi tu réalises ses rêves quoi. Et moi je crée la possibilité de pouvoir réaliser ce qu'il veut techniquement. Fabricant de rêves. Ou je lui dis non. Faut pas non, mais faut pas oublier non plus. Et c'est important de dire non. C'est important, en plus au bon moment, de dire non. Avant qu'on se lance dans des tests, dans des budgets qui vont couler un financement, dans plein de choses. Enfin, et puis de partir au casse-pipe, quoi. C'est aussi important de pouvoir dire non. Donc c'est pas que négatif, dire non. Ces deux choses-là m'inspirent pas mal. Et ma dernière question. En art, qu'est-ce que tu consommes au-delà de ton travail, de ton métier? Tu veux dire au-delà du fait que moi je sois déjà dedans? Oui, ce que t'aimes en art. Est-ce que t'aimes la musique, la peinture? Ouais, alors beaucoup de musique, et notamment de musique classique et baroque. C'est quand même beaucoup ça. Alors on l'a pas évoqué, mais j'ai été formé... certes en machinerie, mais moi j'estime que ma formation elle a commencé plus tôt que ça parce que j'ai chanté quand j'étais petit à l'opéra et je suis tombé là-dedans, je pense à cause ou grâce à ça. J'ai fait des allers-retours, mais voilà, quand même la musique m'a amené à ça et je me suis formé à la machinerie dans une maison d'opéra. Donc, enfin voilà, quand même ça a une importance. Voilà, j'en écoute. T'as un compositeur baroque chouchou ou... Alors, j'ai un compositeur chouchou qui reste quand même Mozart, qui est pas baroque, qui est classique, mais qui a une inventivité et un sens du théâtre. C'est bien les basiques. Revenir aux fondamentaux. C'est ça qui est hyper bien avec Mozart, c'est que c'est à la fois un basique et à la fois pas du tout un basique. Et moi, je peux jamais m'ennuyer sur un Mozart. Même des trucs un peu moins bien écrits, a priori, c'est toujours d'une théâtralité incroyable. Et quand on écoute les Noces de Figaro, par exemple, qui est un peu un summum avec Don Giovanni, la musique seule est déjà... on voit déjà une mise en scène, on voit déjà, même dans des notes de pianoforte sur un récitatif, il y a déjà un truc de... C'est presque du théâtre de boulevard, juste musicalement. Des gens qui se répondent, parfois 7 personnes qui chantent en même temps et qui se répondent, c'est incroyable. Donc ouais, j'ai de la musique. En baroque, ça va être... Alors Gluck, il est un peu à cheval, mais on va dire qu'on va le mettre tout dans les classiques. Ça va être Purcell, très 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 fort. Lully pour l'opéra français. Rameau, plus subtil, mais ça va être très très beau. Puis ça va après jusqu'à même un peu plus loin, jusqu'à la Renaissance. On est moins dans l'opéra, mais Josquin-des-Prés, des choses comme ça. Voilà. Donc beaucoup de musique. Bon, pas que de l'opéra non plus. Pas mal de BD. J'ai une petite collection de BD qui commence à être sympa. BD roman graphique. Ouais, plutôt roman graphique. Alors,
je ne désespère pas un jour d'avoir assez de place pour me remettre aux classiques franco-belges, des Astérix, des Tintins, etc. Mais bon, quand on se lance, il faut une grande collection. Après, les parents, ils sont là pour, pour faire la bibliothèque des classiques. Ouais, alors je les ai, je les ai chez ma mère, mais bon, à l'état de... on était 3 à les avoir lus, donc avec les couvertures déchirées, les machins. Donc. Mais bon, je me dis qu'un jour, quand même, étant bénéphile, je me referai un petit plaisir de collection de Tintin, d'Astérix, etc. Quelques expos quand même, je prends pas assez le temps mais j'aime vraiment bien ça, notamment de photos. Cinéma pareil, voilà. Mais je pense que ce dont j'ai le plus besoin pour emplir ma vie, c'est la musique. Et tu travailles en musique ? Alors, je peux travailler en musique, mais parfois il faut faire gaffe, c'est-à-dire que on peut avoir tendance à se dire sur un montage de décor, on est entre techniciens, etc., on met de la musique, et c'est sympa, mais en réalité ça peut aussi être dangereux de ne pas entendre des chocs, enfin voilà, c'est important quand même. Je peux travailler en musique, moi de mon côté, quand je bosse sur des trucs de bureau, quoi. J'ai une partie à l'opéra qui est quand même un bon travail d'écoute de l'œuvre avant, pour préparer la partition, etc. Donc je travaille avec la musique. Et puis surtout, moi je sens vraiment, quand je suis à l'opéra pendant une représentation, je sens que je travaille avec la musique. C'est vraiment je suis dans le matériau musique. Vraiment, mais suivre une partition, c'est un plaisir aussi pour ça, parce que je me sens être dans cette musique-là. Et oui, et quand même, il n'y a pas beaucoup de gens, peut-être qui ont été à l'opéra, j'en sais rien, quelle est la proportion de la population qui a été à l'opéra dans sa vie. Et comment t'expliquerais ce que c'est d'aller à l'opéra ? À quelqu'un qui n'y serait jamais allé ? Ouais. Ah, comment j'expliquerais ou comment je donnerais envie ? Je te dirais comment t'expliquerais, et après ça dépend si toi t'as envie de donner envie ou pas, mais moi des fois je raconte ma première expérience d'opéra et je sais pas si ça donne envie aux gens. Ouais, ok. Je pourrais te la raconter après. L'opéra a quand même quelque chose d'intéressant, qu'il est quand même un art vivant assez total. C'est-à-dire que c'est à la fois du théâtre, puisqu'on quand même on donne à voir une histoire. C'est de la musique, jouée en live, et puis jouée en live par 70 musiciens, plus des chanteurs, plus des choristes. Enfin, ça fait quand même un monde qui fait de la musique. Il n'y a pas grand-chose qui atteint ce niveau-là. C'est parfois de la danse. Ça l'a été pendant beaucoup de siècles aussi. Enfin, il n'y a quand même pas beaucoup d'opéras où il n'y avait pas au moins un petit ballet dedans. Et puis, c'est un art visuel parce que c'est quand même souvent dans des grandes salles, avec des grands décors, des lumières assez travaillées. Il y a aussi enfin, voilà, on va pas se mentir, des budgets qui vont avec. C'est particulier, hein. C'est le seul art, je crois, en tout cas c'est le seul art vivant, ça c'est sûr, qui est absolument et totalement déficitaire. Partout, dans le monde, en France, partout. Il n'y a pas un opéra au monde qui se monte de manière rentable. Donc c'est quand même des choses qui se voient sur scène quand on rentre dans une salle et que, alors non pas que ce soit déficitaire, mais qu'il y a des choses à voir avec un budget et c'est se prendre un peu une claque dans la tronche. Alors parfois on n'est pas préparé à cette claque-là. Je ne dirais pas à quelqu'un qui n'est jamais allé voir un opéra et qui n'a pas un peu une oreille exercée à la musique, parce que ça, c'est comme tout, ça s'exerce l'oreille, enfin la musique classique je veux dire. Je ne conseillerais pas d'aller écouter un truc trop ardu d'un compositeur tchèque dont il ne comprendra ni les paroles ni le sens musical. Mais... Il y a plein de choses qui peuvent être très chouettes, mais c'est comme tout, on s'éduque et puis ça ne vient pas comme ça. Par contre, notre cher Mozart, c'est pas mal pour débuter. C'est déjà tellement, on l'a déjà tellement tous dans l'oreille, et sans parler du fait que ce soit repris dans les pubs et autre chose. Mais un Mozart, même écouter une pièce de Mozart, même écoutée pour la première fois, c'est comme si on l'avait déjà dans l'oreille. Donc, Oui, mais parce qu'on l'entend... Ouais, et puis la flûte enchantée, c'est une histoire qui est vite accessible, je trouve, par exemple. Par exemple, mais Et en plus, elle a plusieurs niveaux de lecture. Et elle a plusieurs niveaux de lecture, comme souvent chez Mozart. Si tu veux que je te raconte, moi, ma première fois à l'opéra, j'étais en 4e. C'était au Théâtre des Champs-Élysées. Ah oui, que je connais bien du coup. J'avais été avec ma classe. Non, pas avec ma classe, avec la chorale du collège de Saint-Brieuc. Et donc, on avait pris le car et tout. Et en fait, c'était Carmen avec une troupe russe. Tu fais une grimace. Ah bah Carmen chanté par des Russes, déjà c'est quelque chose. Voilà, c'est ça. Et en fait, la Carmen en question... Ça allait pas. Ouais. Non, ça allait pas. Ça allait pas, c'était mauvais. Enfin, il y en avait une qui chantait bien dans la troupe, mais en fait,
l'opéra, les voix, c'est sans micro et ça vibre à fond, quoi. La salle, elle est bien... Si la salle est bien faite, le son porte... Et le Théâtre des Champs-Élysées, la salle est très bien faite. Voilà, c'est ça. Et à la fin, enfant, du coup, tu vois, moi, j'ai pas une formation de musique. Enfin, si j'en ai une, mais la prof a conseillé que j'arrête la musique. Donc, voilà, pour le niveau. Et moi, je m'étais dit, mais ils sont nuls. Et le public, c'est des passionnés à l'opéra, quand même. À la fin, ils avaient gueulé. C'est nul. Et je m'étais dit, mais c'est trop bien, en fait, le public. Alors, ça devait être un peu brutal pour les chanteurs et tout. Ouais. Mais par contre, moi, je m'étais dit, mais en fait, c'est trop bien. J'ai ressenti la même chose qu'eux. Et ils l'ont exprimé. Ouais. Et je me suis pas sentie complètement larguée dans la situation. C'est vrai que c'est un art qui est plein de conventions, vraiment. Mais à la fois, c'est aussi un art qui reste très vivant. C'est-à-dire que moi, dans le théâtre, j'ai rarement... je dis rarement, mais en fait, je crois pas avoir d'exemple de vrais huées à la fin d'une représentation parce que ça avait pas plu ou quoi. Au pire, ce sera des applaudissements très molasses, mais c'est là un peu la convention. Les gens applaudissent à la fin, et puis voilà. Puis après, on rentre chez soi, on prend le métro et on s'en souvient pas parce qu'on a trouvé que c'était nul. Mais à l'opéra, il y a vraiment cette culture-là aussi de... Alors peut-être que c'est parce que les billets sont un peu plus chers, mais il y a aussi, je pense, un truc de ça nous appartient. Et ça, je pense que ça tient au fait que, à part quelques rares exceptions de créations totalement contemporaines, qui sont vraiment assez peu programmées, sinon ça reste quand même un art de répertoire. C'est-à-dire qu'on joue toujours les pièces faites, alors au plus vieux par Monteverdi, de Mozart, évidemment, de Carmen, qui est l'opéra le plus représenté dans le monde. Enfin voilà, ça a quand même pas mal d'années tout ça. Et donc ça appartient aussi un peu au public. Et il y a un truc où, bon, évidemment, d'une interprétation même musicale d'un chef d'orchestre à l'autre, ça change. Mais grosso modo, quand même, Bizet, il a écrit sur sa partition, ça je joue comme ça. Donc si on met le disque chez soi de Carmen, on l'entend comme ça. Donc l'œuvre, elle appartient quand même vachement au public qui va voir ça. Et quand on le choque un peu trop, quand on lui fait des choses qu'il n'était pas venu voir à l'opéra, ouais, je pense qu'il se sent, ce public-là, qui est un public, effectivement, t'as raison, peut-être un peu plus de mélomanes, un peu plus de connaisseurs des œuvres, et qui attend un peu ces trucs, bah du coup, ouais, ils s'en prennent un peu dans la tronche. Mais ouais, je trouve ça bien. Il paraît que le pire, c'est Milan. Ah ouais, moi j'ai jamais eu la chance d'aller à la Scala à Milan, ouais. Mais bah, c'est une institution à la Scala à Milan, hein. L'ouverture le premier opéra de l'année, donc l'ouverture de la saison à Milan, il y a le président de la République italienne, il y a le ou la première ministre en ce moment qui est présente. Enfin, c'est vraiment, c'est pas qu'un événement mondain, c'est un truc particulier. La culture de l'opéra en Italie, c'est quand même quelque chose, ouais. Mais en France aussi. Et il y a encore des choses qui se passent. Il y a notamment un truc très intéressant qui a été ramené un peu de Belgique, notamment, c'est l'opéra participatif pour enfants. Et c'est quand même former des enfants à cet art-là pour demain, pour eux d'abord, mais aussi pour demain, pour que l'opéra vive. Ouais, t'avais travaillé sur le Barbier, c'est là que t'es connu aussi à cette époque-là. Et c'est vrai, c'est génial, quoi. D'avoir les enfants qui font les chœurs dans la salle, c'est topissime. Moi, j'ai failli ne pas pouvoir faire mon travail à ce moment-là parce que j'étais trop ému. C'est vrai. Ouais, j'étais devant ma partition et puis donc je dois dire attention pour tel effet, top. Et vraiment, j'ai eu un truc de la petite boule dans la gorge, ça se serre et je vais pas être capable de le dire, quoi, parce que mais bon, c'est passé parce que le fameux show must go on. Ah oui, mais ouais, c'était quelque chose. Et pourtant, je le savais qu'ils allaient chanter. Ça faisait des semaines qu'on répétait pour ça, que un tel ou un tel faisait les chœurs des enfants quand on répétait en salle pour faire comme si qu'eux. Mais ouais, la première phrase qu'il faisait en plus, c'est tous avec toi, une émotion incroyable. C'était à Rouen ? La première était à Rouen, ouais. Ça t'a fait ça à chaque fois ou juste la première et après ? Non, pas à chaque fois, mais il y en a eu 2-3 quand même qui étaient particulièrement émouvantes. Peut-être les premières des premières villes, tu vois, je sais pas. Mais la toute première à Rouen, ouais, gros choc émotionnel. Et très chouette, très chouette. J'ai hâte de revivre un truc comme ça dans ma vie. Un autre petit truc inattendu comme ça, parce que je me suis fait cueillir, quoi. 2 secondes avant, je pensais pas qu'à être comme ça, et puis paf. Ça...
Il y avait combien d'enfants, tu sais? Rouen, la salle, c'est 1300 places. Alors, c'est pas des salles remplies pour les participatifs, mais du coup, il devait y avoir entre 800 et 1000 enfants, je pense. Enfin, plus adultes, mais bon, disons... Ouais, Ouais, quand même. 800 gamins qui chantent et qui chantent en plus bien, quoi, parce qu'ils ont été formés par les profs qui leur ont appris pendant l'année scolaire. Trop bien. Les chants et tout, ouais, trop chouette ça. Trop bien. On finit là-dessus, hein. Ouais. Merci beaucoup, Silouane. Je t'en prie, merci à toi. Merci pour votre écoute. À la fin de la rencontre, on était tellement émus, les larmes aux yeux, que j'en ai oublié ma dernière question. Mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris Silouane, qu'il est passionné, et c'est tout ce qu'on aime. Merci pour votre écoute, je me lance dans cette 2e saison en espérant que vous serez toujours aussi fidèles et que vous serez de plus en plus nombreux. Un épisode, c'est au minimum une 20aine d'heures de travail de montage, plus de temps d'aller rencontrer les artistes et les artisans autour de moi. J'espère que la nouvelle musique vous plaît, qu'elle vous parle. Je vais activer les commentaires. Et c'est également en écoutant vos commentaires que j'ai changé la musique du générique. Je suis à votre écoute bénévolement. À bientôt!